Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour commencer, d'abord, toutes nos excuses. Pape Massata Diack nous a fait faux bond, tout simplement. À la dernière minute, nos plates excuses. Il aura peut-être l'occasion prochainement de s'expliquer sur les raisons de son absence à cette émission qui a été annoncée sur nos ondes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et rendez-vous était pris avec le fils du président Lamine Diack, ancien président de l'IAF. À la place, honneur à la presse, honneur à un journaliste qui est le président de l'Union internationale de la presse francophone, administrateur du groupe Avenir Communication, journaliste aussi, Madiambal Diagne. Bonjour. Bonjour Mamoudou. Madiambal, invité de la dernière émission de l'année du jury du dimanche. Madiambal, commençons par l'année 2018 qui s'achève dans 24 heures ou 48 heures, tout au plus. Quels sont les faits marquants pour vous de l'année qui s'achève? Merci Mamoudou de cette invitation. La question, elle est un peu une question de colle parce que les événements se bousculent dans ma tête. Il sera difficile vraiment d'y mettre un ordre. Mais à brûle pour point comme ça, on peut dire que l'année 2018 a été marquée sur un peu le paysage politique par des événements comme le procès de Khalifa Sall, par des événements comme la réforme aussi du système électoral, notamment avec l'organisation du système du parrainage à la présidentielle, entre autres faits majeurs. Sur le plan économique, ça a été marqué aussi il y a quelques semaines de cela par une réunion du groupe consultatif du Sénégal. Sur le plan social, ça a été marqué par de grands événements, parfois dramatiques. Donc c'est chaque événement ou chaque situation de l'année 2018 peut-être mérite son commentaire spécifique, mais c'est une année qui a été vécue intensément par les Sénégalais, qui s'achève dans la paix, dans la concorde. C'est une année aussi qui s'achève avec une perspective d'une année nouvelle qui va aussi nous mettre au cœur de l'actualité internationale avec l'organisation d'une élection présidentielle attendue par tout le monde. Une compétition que nous osons espérer qui sera saine, une compétition qui sera transparente, une compétition qui permettra aussi d'élever encore plus haut les standards de la démocratie sénégalaise. Et c'est un peu cela qui constitue pour moi une attente forte du Sénégal et de l'Afrique par rapport un peu à l'évolution de notre pays. Démocratie sénégalaise critiquée par certaines voix, notamment au sein de l'opposition, et on y associe même la justice sénégalaise en estimant que c'est une justice qui n'est pas indépendante aujourd'hui, et toutes ces critiques faisant allusion à l'affaire Khalifa Sall, le procès Khalifa Sall, ancien maire de la ville de Dakar, qui a eu lieu au cours de l'année 2018. C'est un fait saillant de l'actualité 2018 selon vous? Je vous remercie Mamoudou. Critique de la justice sénégalaise en mettant en exergue le procès Khalifa Sall, c'est un fait marquant. Mais comment apprécier cette critique-là? Parce que dire que la justice sénégalaise n'a pas été indépendante dans le traitement du procès Khalifa Sall, je ne le pense pas. Moi, je pense qu'on doit interroger... Son procès a été jugé inéquitable par la haute cour de justice de la cour de justice de la CEDEAO, par exemple. Soit, mais aussi il faut disons embrasser une question dans son intégralité. Procès inéquitable par la cour de justice, pourquoi? Parce que la cour de justice de la CEDEAO avait estimé que l'arrestation ou l'emprisonnement de Khalifa Sall du moment où il a été élu député et avant sa levée de l'immunité parlementaire n'a pas été faite selon les règles de l'art. La Cour de justice de la CEDEAO n'a jamais questionné l'opportunité de la procédure pénale contre Khalifa Sall. La Cour de justice de la CEDEAO n'a jamais remis en cause les faits qui sont reprochés à Khalifa Sall. C'est le seul point pour lequel la Cour de justice de la CEDEAO, et qui n'est pas un point non important parce que c'est quelque chose de liberté individuelle, c'est important. Mais la Cour de la CEDEAO a estimé que cette violation de la loi ou cette inéquité devait être réparée par une compensation financière. C'est la Cour de la CEDEAO qui le dit. Peut-on être plus royaliste que le roi? Si la Cour de la CEDEAO avait estimé que cette violation était substantielle au point de demander l'annulation de la procédure, elle l'aurait dit, mais elle ne l'a jamais dit. Donc, de partir de là pour considérer qu'il faut annuler toute la procédure, je ne le crois pas. En tout cas, si c'est seulement sur ce point-là, je reste encore sur ma faim quant à critique
d'inobjectivité ou de l'absence d'indépendance de la justice sénégalaise sur ce dossier-là. Encore une fois, je ne peux pas considérer que des gens qui considèrent qu'il faudrait préserver les ressources publiques, préserver les deniers publics, travailler pour la lutte contre la corruption, travailler pour la lutte contre la bonne gouvernance, fermer les yeux sur un fait qui est incontestable de dilapidation et de prédation des ressources publiques au niveau de la mairie de Dakar. Personne ne le nie. Voulez-vous maintenant qu'on puisse être en face d'une situation pareille et pour des questions de politique ou de contingence ou de, de spécificité politique quelconque, qu'on puisse passer à perte et profit? Je ne le pense pas. Maintenant, à juste raison, d'autres disent que si il faut poursuivre tout le monde. Je suis d'accord. La question, ce n'est donc pas de ne pas poursuivre Khalifa Sall, mais d'exiger avec la même force et la même vigueur que tous les autres prédateurs de la justice publique soient poursuivis. Il y a des rapports, d'ailleurs, qui ont épinglé certains responsables au pouvoir aujourd'hui. Bon, enfin, oui. Vous faites allusion à... Non, mais effectivement, il y a des rapports, mais parfois aussi, mon expérience et parfois aussi mon niveau d'information me permet de dire qu'on fait dire beaucoup de choses à des rapports qui ne sont pas dans ces rapports-là. Prenez un exemple concret. Vous envoyez une mission d'inspection, que ce soit l'inspection générale d'État ou bien la Cour des comptes, ou bien vous envoyez par exemple l'inspection... L'OFNAC aussi. Oh, l'OFNAC et autres. Oui. Cette institution va dans une entreprise publique, fait une vérification et rentre avec des conclusions qui ne stigmatisent pas une prédation de ressources publiques. Ça a été fait au niveau de certaines administrations publiques. Permettez-moi de ne pas les citer. Mais la presse s'en est emparée pour dire qu'il y a une présomption de détournement de deniers publics, par exemple, qui gagne l'opinion publique parce que le phénomène amplificateur des médias, ou bien peut-être l'émotion que ça suscite, ou bien le comportement de certains responsables d'entreprises publiques peut être sujet à caution. Mais il est arrivé que des personnes soient indexées, jetées à la vindicte populaire, ou bien peut-être accusées de détournement ou de travers dans leur gestion. Des missions ont été sur place. Comment ces personnes-là se sont arrangées avec les corps de contrôle? Je ne le sais pas. Mais ces corps de contrôle sont revenus pour dire qu'il n'y a rien à signaler. Comment voulez-vous maintenant que simplement sur la base de présomption ou bien sur la base d'accusation dans les médias, qu'on puisse dire, écoutez, il y a eu 2 poids, 2 mesures. Qu'on me dise, par exemple, que tel corps de contrôle a stigmatisé telle personne, voilà les faits, voilà ce que dit le rapport, et que ça n'a pas été poursuivi. En ce moment-là, on pourra en discuter. Mais parler dans le général comme ça, franchement, je trouve qu'il faudrait aussi qu'on soit plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes, surtout sur des questions d'accusation portant sur la gestion de certains dirigeants nationaux. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas comme ça. Je ne le dis pas. Franchement, je n'absous personne, je ne dédouane personne. Mais je veux toujours qu'on me présente des faits. Sur la base de ces faits-là, qu'on puisse dire voilà ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas été fait. Oui, mais le procureur peut déclencher les poursuites et les dossiers peuvent être instruits. Non, le procureur ne peut pas déclencher. Et l'instruction, il est toujours à charge et à décharge. C'est la justice qui doit innocenter. Non, justement, oui. c'est là où ce serait dangereux. Oui. On verserait dans le régime de l'inquisition. Simplement parce qu'on dit que tel a détourné, qu'il faut que le procureur ouvre une enquête. Le procureur a été saisi de certains dossiers. Non, enfin, de lesquels? Certains rapports sont sur sa table. Lesquels? Le rapport de l'OFNAC, par exemple. Concernant qui? Mais il y a eu un rapport de l'OFNAC qui a été fait il y a 1 ou 2 ans, Madiambal Diagne. Concernant qui? Journaliste. Non, je veux concernant dire... des responsables qui sont aujourd'hui au sein du pouvoir, dont la gestion a été critiquée. Non, je veux dire simplement que s'il y a un rapport de l'OFNAC qui est déposé sur la table du procureur de la République et que le procureur est inactif pour une raison ou pour une autre, je veux bien savoir. Dans tous les cas, le principe, par exemple, derrière lequel les gens se réfugient en disant que le procureur apaise le porteur des poursuites, pour moi, sur des questions comme ça, ne saurait même pas tenir. Mais moi, j'aurais souhaité, franchement, qu'à l'heure actuelle, qu'on me dise qu'il y a tel rapport de l'OFNAC qui a épinglé telle personne sur des faits précis, et ce rapport a été transmis au procureur de la République et que le procureur de la République n'a rien fait. Ça peut exister, franchement. Le rapport de Mme Nafingom Keïta, ancienne présidente de l'OFNAC, a été bien transmis aux autorités compétentes. Et qu'il parle de quoi? Y compris au procureur de la République. Il parle de quoi, ce rapport? Non, il ne faut pas qu'on dise que Nafingom Keïta a pas fait un rapport qui a été transmis au procureur et le procureur n'a rien fait. Qu'on nous dise de quoi parle ce rapport-là. Parce que quand Nafingom Keïta fait un rapport, le procureur de la République lit ce rapport-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Moi, je ne le sais pas. Vous non plus, vous ne le savez pas.
Mais le procureur peut estimer que les faits invoqués dans ce rapport-là ne sont pas susceptibles d'infraction pénale. Nafin comme Keïta et sa commission peuvent donner un avis. Et encore, il faut relativiser toutes ces choses-là. Parce que parfois aussi, on a vu certains responsables d'institutions censés contrôler les deniers publics qui ont eu des comportements aux antipodes de ce qu'ils dénonçaient. Et parfois aussi, il y a eu des institutions publiques qui ont été quelque part utilisées pour régler des comptes personnels. Et moi, j'ai des réserves, par exemple. Mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves que vous avez? Non, mais justement, oui. c'est que... Puisque vous me demandez de citer des cas. On parle de quel cas précis? Non, mais justement, oui. Si vous me dites tel cas, je vous répondrai par des faits précis. Oui. Non, mais justement, vous ne me dites pas un cas... Vous avez parlé de règlement de compte. Mais je sais. Sur des dossiers, allez-y. Je sais de quoi je parle. Oui. Vous me dites telle entreprise... Oui, on ne joue pas aux devinettes. Non, mais je ne vais pas jouer aux devinettes, Mamoudou. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore donné un cas spécifique. Pourquoi voulez-vous que je vous en donne? Ce rapport, il est connu de tous. Il y a même eu des informations qui sont sorties dans la presse. Vous êtes un journaliste comme moi. Vous en avez été informé. Non, Mamoudou, je vous dis, il y a un rapport qui ont été déposés ça et là. Et qui parlent de choses vraies ou fausses. Où on leur a fait dire des choses. Moi, je veux être factuel. Qu'on me dise tel rapport a dit telle chose au niveau de telle entreprise. Sur et je vous quel en cas dis il y a eu des règlements de compte, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Je vais vous dire une chose. Oui. Si aujourd'hui, vous me citez un cas sur lequel j'ai connaissance d'une situation similaire ou apparentée ou assimilable à un règlement de compte, je vous l'aurais dit, sans embâche. Parce que aussi, on sait... Vous avez dit règlement de compte. Mais justement, je le maintiens. Oui. Je le maintiens. Je parle à une radio publique. Les auditeurs qui vous écoutent aimeraient bien savoir ces cas où il y a eu des règlements de compte. Mais justement, je ne suis pas là pour faire de la délation, je vous dis. Très bien. Mais on sait comment, quelle collusion, quels intérêts, quel conflit d'intérêts il y a eu entre des membres de corps de contrôle et certaines administrations qu'ils ont contrôlées. On le sait. Le Sénégal est un petit pays. On connaît qui est qui. On sait la fille de qui, le fils de qui, la tante de qui, la belle-fille de qui ou la belle-sœur de qui travaille dans tel organisme et qui touche combien, et quels sont les rapports de telle ou telle personne. On le sait. C'est le cas de l'OFNAC. Non, je ne dis pas que c'est le cas de l'OFNAC. Oui. Je ne dis pas que c'est le cas de l'OFNAC. Je ne dis pas que c'est le cas de la Cour des comptes. Mais fait pour fait, moi j'ai assez de responsabilité pour vous dire les choses telles que je le sais. Mais maintenant, je ne vais pas me mettre à... J'essaie à jeter des gens en pâture. Mais quand on est sur un terrain public, quand on se permet de faire la leçon aux gens, il faut qu'on puisse s'assumer et qu'on puisse prendre ces actes qu'on pose en toute responsabilité, en toute connaissance de cause. Parce qu'il est facile de s'emmitoufler derrière un manteau de responsable de telle chose pour jeter des gens en pâture, alors que les comportements répréhensibles qu'on est en train de dénoncer, on en fait pire. Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication qui édite Le Quotidien et président de l'UPF et l'invité du jury du dimanche. Mais sur la justice, et c'est pour terminer, on a quand même entendu aussi des magistrats tels que Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, et même le juge Ibrahim Hamidou Dème qui a démissionné, critiqué la justice sénégalaise. Mais justement, et quel est le résultat? On a vu que c'est ces gens-là qui ont entretenu à décrédibiliser, à discréditer le corps dans lequel ils sont. Est-ce que c'était attendu d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont dénoncé comme fait? En disant que la justice n'est pas indépendante, mais étayez ça par des faits. Il y a un serment auquel ils sont assujettis. C'est là où l'État du Sénégal n'a pas été assez responsable. Quand on viole son serment ou on viole les statuts sur lesquels vous êtes en train, je vous poursuis et je vous mets devant la loi. Mais c'est ce qui est passé avec le juge Dème. Souleymane Teliko et le juge Dème. Mais dès l'instant qu'ils auraient fait l'objet de violation du statut de la magistrature, ils sont assujettis à être traduits devant la justice. Ils ont violé le statut de la magistrature. Un magistrat qui se permet de dire les délibérations, le contenu des délibérations auxquelles il a pris part. Mais c'est aux antipodes du statut de la magistrature. Un magistrat qui se permet de critiquer l'institution judiciaire, c'est aux antipodes de son statut. Un magistrat qui se permet de prendre sa plume sur la place publique pour dénoncer ses collègues magistrats qui auraient fait l'objet de complaintes ou de compromissions, c'est contre le statut de la magistrature. Mais il faut pas... Mais l'Union de la magistrature sénégalaise a quand même une marge de manœuvre. Non. Ce n'est pas tout à fait un syndicat, mais c'est quand même une organisation qui est acceptée
et qui joue un rôle et qui défend les intérêts également de la magistrature et de la justice. Parfaitement, que ça se tienne selon les règles statutaires. C'est pas seulement au Sénégal où il y a des syndicats de magistrature en France qui existent. Vous avez jamais entendu un secrétaire général d'un syndicat de la magistrature en France parler de corruption ou de compromission de ses collègues magistrats? Ça n'existe nulle part. Parce qu'ici, il y a une volonté de vedettariat. Il y a les médias qui sont accessibles à tout le monde. N'importe qui se permet de dire n'importe quoi. Et les faits ont donné raison à ceux qui doutaient. Par exemple, vous parlez du juge Dème. C'était des prises de position pour la magistrature ou des prises de position politique. Il a maintenant finalement fait irruption dans le champ politique. Et ça a fini par conforter tout le monde que cette personne-là avait des motivations politiques. Il a renoncé à se présenter à... parce qu'il n'a pas eu le parrainage. Parce qu'il n'a pas eu le parrainage. Voilà la réalité. Donc, quelqu'un qui fait des critiques contre l'institution judiciaire et qui, après, se retrouve sur le terrain politique, mais on a de bonnes raisons de croire qu'il était animé par des motivations politiques. Mais on ne peut pas le nier. C'est par rapport aux actes qu'il a posés que nous apprécions cela. L'élection présidentielle est prévue le 24 février prochain. On en est à la phase de vérification des parrainages par le Conseil constitutionnel. 27 candidats ont déposé. Vous êtes surpris par le nombre ou il est dans les limites du raisonnable? En attendant, bien sûr, la décision du Conseil constitutionnel par rapport à la liste définitive. Moi, je veux toujours sur ces questions-là avoir la suite dans les idées. Quand on a été aux élections législatives de 2017, il y avait 47 listes. Des listes qui n'avaient d'existence politique que de nom, qui ont été à la compétition. Il y a quelques 6 ou 7 listes qui avaient pu obtenir un nombre de suffrages nécessaires pour avoir des députés. Il y en a même certains qui n'ont eu obtenu le député que sur la base du plus fort reste. Ça a dénoté d'une sous-représentativité de ces listes politiques-là. Mais au lendemain de ces élections législatives, moi j'avais fait un papier pour des élections folles dingues. Souvenez-vous, j'avais fait un papier, le lundi suivant l'élection législative, j'ai fait un papier pour des élections folles dingues. Et je disais, ces 47 listes-là avaient une motivation: saboter le processus électoral, rendre l'organisation des élections impossible. Et on l'a vérifié sur le terrain. Et j'avais prévenu que le même phénomène sera observé à la prochaine présidentielle. On en serait à 100 candidatures. Ça, c'est ce qui est arrivé. Au dépôt, quand on a annoncé les candidatures, plus de 100 personnes sont présentées pour prendre les listes de parrainage. S'il n'y avait pas les parrainages, on aurait pu avoir 100 candidats. Vous savez, quelqu'un qui veut saboter des élections, qui est riche, peut payer la caution de 30 millions. Pour 100 personnes, c'est 3 milliards. Et dans ces conditions, comment vous pouvez organiser une élection présidentielle? Comment vous pouvez organiser un débat électoral? Les élections législatives, par exemple, de 2017. Mahmoud, vous êtes journaliste, vous êtes observateur de la scène politique. Est-ce que vous avez pu suivre la quintessence des propositions des candidats et des listes? C'était désorganisé, c'était le tohu-bohu. Même les temps d'antenne, plus personne ne les suivait au niveau de la télévision nationale, par exemple. Parce qu'il y avait une pléthore de candidatures. Relève de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi l'État a agi, effectivement, et a voulu faire un filtre avec le parrainage. Mais est-ce que véritablement le filtre a fonctionné? Mais il a bien fonctionné. Il a très bien fonctionné. Il a très bien fonctionné, le filtre. Expliquez-nous. Je vous l'explique. Il y avait 100 personnes qui étaient des candidats potentiels qui avaient pris les documents. Peut-être s'il n'y avait pas le parrainage, c'est quand 100 ou c'est 90 ou c'est 80 allaient déposer. Aujourd'hui, on se retrouve avec 27. Parmi ces 27, moi, encore une fois, je suis conséquent avec moi. J'ai dit, il y en a qui ont déposé, mais au bout du compte, on se rendra compte que c'est des listes bidonnées. Pour la plupart, vous êtes un observateur politique. Vous êtes un grand responsable des médias. Vous savez la sociologie politique de ce pays-là. Personne ne vous l'apprend. Vous savez à peu près, vous avez une idée de qui pèse quoi, qui représente quoi. Donc, parfois, difficile à dire. Hein. Non, mais difficile à dire. Non, quand vous oui, voyez quelqu'un dire, par exemple, je suis candidat, mais vous souriez, Mahmoud. Parce que vous savez qu'il faut vraiment être demeuré pour penser que cette personne-là peut rallier autour de sa candidature 10 000 signatures, à plus forte raison 53 000 signatures ou 60 000 signatures. On le savait. Et aujourd'hui, par exemple, l'examen ou la vérification des signatures au niveau déposé montre un bidonnage. Parce qu'il y a des signatures qui n'ont pas été valables. Et ça, encore une fois, je l'ai déjà écrit.
Il y a 2 semaines de cela. Le Conseil constitutionnel, arbitre du jeu et qui procède à la vérification, ne l'a pas dit. Non, le Conseil constitutionnel ne l'a pas dit et ne peut pas encore le dire. Et il a même sorti un communiqué publié par votre journal ce week-end. Le Conseil constitutionnel a sorti un communiqué. Précisant d'ailleurs que le fait de dire qu'on a le nombre requis de parrainage ne signifie pas que sa candidature est forcément recevable. Il y a bien d'autres critères. Absolument, c'est justement cela. Le Conseil constitutionnel a fait une précision qui peut être importante. Parce que ça allait dans tous les sens, chacun sortait pour dire que ma candidature est valable. Or, la validité des candidatures dépend du dépôt de parrainage, mais aussi d'autres critères d'éligibilité, qui ne sont pas encore examinés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel rendra un arrêt définitif qui va fixer la liste des candidats. Ceux qui ont déposé des candidatures et qui n'ont pas été recevables se verront notifier les motifs de leur rejet-là et les gens pourront en faire la lecture et le commentaire qu'il faut. Donc, que le Conseil constitutionnel ait eu à faire ça. Moi, personnellement, je suis resté un peu dubitatif par rapport à ce communiqué du Conseil constitutionnel. J'avais dit que quelle était l'opportunité d'un tel communiqué. À la place du Conseil constitutionnel, je ne l'aurais pas fait. J'aurais laissé les gens parler. Je reste dans mon coin, je fais mon travail. Jusqu'à ce que je termine de faire ce que j'ai à faire, je rends public mon arrêt, fixant la liste des candidatures avec les justifications et les motifs nécessaires. Maintenant, quelque part, le fait de faire cette précision a pu être utile parce que ça a permis quand même de recentrer les choses. On savait déjà, et ceux qui parlaient le savaient déjà, que le parrainage n'est pas seulement suffisant. Il faut être de nationalité sénégalaise exclusivement. Il y en a qui ont une double nationalité. Ouais. C'est la réalité et on le verra. Il y en a qui ont... Soyez concret, madame. Non, mais écoutez, c'est pas moi le Conseil constitutionnel, mais je peux avoir mes informations à moi. Oui. Je sais, par exemple, moi, personnellement, personnellement, je vous le dis, j'ai eu à faire un voyage à l'étranger avec quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et qui a présenté un passeport français aux aéroports. Je suis témoin. Cette personne-là est candidate. Vous pensez que l'État du Sénégal ne peut pas savoir ça? Et je vais vous dire, quand la loi sénégalaise dit qu'il faut une nationalité exclusive sénégalaise, quelqu'un peut dire j'ai renoncé à ma nationalité française ou américaine. Mais je sais pour le candidat, au moins pour ce candidat dont je suis certain, pour l'avoir vu de mes propres yeux, il a une nationalité française. La nationalité française, la renonciation obéit à des procédures. L'article 23 du Code civil français impose un décret d'acceptation de la renonciation. J'ai regardé ces 5 dernières années le journal officiel de la République française. Il n'y a pas un Sénégalais qui est renoncé à sa nationalité française. Donc, par exemple, ça, c'est un cas de disqualification. Oui, et pour l'élection présidentielle au Sénégal, la condition, c'est qu'il faut y avoir renoncé au moins 5 ans avant l'élection présidentielle à venir. Donc, ce qui veut dire qu'il y a problème. Il y a problème par rapport à la double nationalité. Il y aura problème par rapport au passé carcéral ou pénal des gens. Le casier judiciaire sera vérifié des uns et des autres. Entre autres choses. Il y en a peut-être même qui ont pu déposer une caution ou bien qui n'ont... etc. Tout ça sera vérifié. Donc, encore une fois, on n'est pas encore à une phase de dire qui est candidat et qui ne l'est pas définitivement. Il y en a. Absolument. Oui, non, mais c'est le Conseil constitutionnel qui le dira. Donc, mais est-ce que finalement, le fait de dire que tel ne pourra pas se présenter, on a entendu quand même, y compris du côté du pouvoir, des voix autorisées, dire que tel ne peut pas être candidat. Bah, écoutez, c'est des écarts de langage. Est-ce qu'il ne faut pas respecter tout simplement le Conseil constitutionnel, qui est la seule institution habilitée à dire qui sera candidat et qui ne le sera pas? Nous tous, nous ne respectons pas le Conseil constitutionnel. Stricto sensu. Le pouvoir fait des déclarations regrettables, des déclarations malheureuses, malencontreuses ou des déclarations irresponsables. L'opposition le fait. Nous-mêmes, des médias, nous le faisons. Et l'opposition qui dit si jamais il y a un seul qui est recalé, il n'y aura pas d'élection. Ça aussi, c'est un discours qu'on entend. Mais entendez, Mamoudou, dites-vous une chose. Mais moralité, par rapport à notre classe politique. Mais Mamoudou, dites-vous une chose. Oui. Cette opposition s'est regroupée il y a quelques jours de cela. Pour dire, oui, mais nous avons déposé des parrainages là, mais le décompte constitutionnel ne nous engage pas. Mais pourquoi alors déposer des parrainages alors? Pourquoi déposer des parrainages dès l'instant que le lendemain du parrainage, de dépôt, on se permet de dire que, oui, on a déposé, mais le parrainage, parce qu'ils savaient à quoi ils s'attendaient. Les gens qui le disaient savaient qu'ils n'avaient pas les parrainages requis et qu'ils allaient être invalidés. On a vu des candidats qui avaient dit qui en réunion de l'opposition, qui ont dit non, pas les parrainages nécessaires, il faut de l'écalement de parrainage. D'autres ont dit non, il n'est pas question. Mais ces candidats, malgré tout, ont déposé des parrainages. D'où sont sortis ces parrainages? On a vu un candidat dire que moi, je n'ai pas besoin de sortir de mon bureau pour avoir le parrainage.
Comment il a eu le parrainage? Virtuellement? Ou bien par un bidonnage? Ou bien on lui a passé un fichier quelconque? Je ne sais pas. Le Conseil constitutionnel le dira. Le Conseil Mais moralité vérifiera. par rapport au discours des uns et des autres. On a eu le cesse de le dire, mon cher. La classe politique sénégalaise apparaît parfois des plus irresponsables. Et nous les y aidons, nous les médias. Il faut aussi que nous acceptons notre part de responsabilité dans ce phénomène. Nous tendons le micro à n'importe qui n'importe qui dit n'importe quoi. Et nous refusons parfois d'apporter la contradiction à nos interlocuteurs. Mais vous avez fait une chronique lundi dernier dans votre journal, presque pour dire que la presse n'a pas raison de traiter les dernières sorties de Karim Wade, par exemple. Non. Je vais vous dire une chose. Aussi bien sa lettre adressée aux bailleurs de fonds à la veille du groupe consultatif de Paris que son audio. C'est de façon récurrente. Pourquoi vous pensez que la presse n'a pas raison de relayer cela? Non, je n'ai pas dit que la presse n'a pas raison. Oui. Mais nous sommes des journalistes. Nous avons... L'information est là, mais aussi nous devons apprécier cette information. Par rapport à son opportunité est une chose, par rapport à la qualité de l'information est une chose, mais aussi par rapport à un devoir vis-à-vis de notre public. Moi, je viens, chaque mois, je dis à mon public que Karim Wade va arriver le 10 janvier ou le 10 du mois prochain. C'est information qui n'est pas vérifiée. La semaine d'après, j'annonce un autre rendez-vous. L'information n'est pas vérifiée. Et chaque fois que je reçois un communiqué ou bien une information qui me dit la même chose, je le colporte comme un perroquet, sans aucun recul. Et là, on annonce son retour au mois de janvier. Non. Vous n'y croyez pas? Enfin, moi, franchement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas parce que... Karim ne reviendra pas. Non, je ne dis pas qu'il ne reviendra pas. Quand est-ce qu'il reviendra? Comment il reviendra? Vraiment, je parle de là parce qu'il a été investi comme candidat du Parti démocratique sénégalais. Peut-être que si ça il a déposé son dossier. Sur le parrainage, il a le nombre requis. Si j'étais à sa place. Pour le reste, je ne sais pas. Si j'étais à sa place. Oui. Si le Conseil constitutionnel valide ma candidature, je viendrais battre campagne. On m'aurait emprisonné, par exemple, pour me demander de payer des indemnités. Ça aurait été aussi un candidat en prison. Je battrais la campagne sur ce label-là. Mais attendons que le Conseil constitutionnel valide sa candidature. Il peut venir avant. C'est sa responsabilité aussi. En tout cas, il doit être clair, d'après les informations qui sont publiées, que le pouvoir, à mon avis, ne baissera pas la garde par rapport à la question de recouvrement, d'amende ou de contrainte par corps exigible au niveau de Karim Wade. Donc, ça aussi, c'est... Vous savez, quand on se... Il ne faut pas exclure une nouvelle arrestation de Karim Wade s'il rentrait aujourd'hui au Sénégal. Moi, personnellement, je m'y attends. Il vient, il paye l'amende que l'État lui demande. Ou bien 138 milliards de francs CFA. Ou bien il va en prison. Il y a des Sénégalais qui n'ont pas payé des amendes ou bien des contraintes par corps qui ont été exécutées. Donc, s'il vient, il va subir le même sort. Mais il peut le savoir et venir en connaissance de cause, prendre ses responsabilités et venir. Ça, c'est politique. Il bénéficie d'une grâce. Quelle grâce? La grâce n'empêche pas... la grâce, c'était son élargissement de prison. Il bénéficie d'une grâce. Je suis en train de donner l'information. Voilà, mais ça ne l'empêche pas de payer les amendes. Aujourd'hui, si, par exemple, il ne paye pas les amendes, les gens exécutent une contrainte par corps. Ça n'a rien à voir avec la grâce qui lui a été accordée sur son condamnation d'emprisonnement. Ça n'a rien à voir. Donc, ça aussi, il faut dire, Karim Wade, il est doué de raison et de sens comme tout le monde. Il sait où il met les pieds. S'il choisit de venir au Sénégal en se disant « je vais braver l'État du Sénégal », mais s'il a un rapport de force qui le lui permet, pourquoi il ne va pas le faire? En tout cas, je sais une chose. D'aucuns lui avaient dit que le pays allait brûler s'il est emprisonné. Il a été emprisonné pendant combien d'années? Est-ce que le pays a brûlé pour autant? Son père a menacé combien de fois de brûler le pays là en disant que je vais descendre avec Karim, le pays va brûler. Est-ce que le pays a brûlé? Il a même dit il n'y a pas longtemps qu'il va rentrer au Sénégal avec Karim Wade. Mais il n'a qu'à rentrer avec Karim Wade. Personne ne l'empêche de rentrer avec Karim Wade. C'est son droit de Sénégalais de rentrer dans son pays. Mais aussi, c'est aussi une responsabilité de faire face aux lois de son pays ou bien à la situation de son pays. Franchement, moi, je ne vois pas de problème par rapport à ça. Si ça lui chante, Karim Wade peut prendre l'avion de demain ou de ce soir pour rentrer au Sénégal. Il est à Doha, au Qatar. Mais il est à Doha, au Qatar, et je vous le confirme. Oui. En tout cas, jusqu'à hier, il était à Doha, au Qatar. Vous lui avez parlé? Je ne lui ai pas parlé, mais je sais qu'il n'est pas à Paris comme certains veulent le dire, et que depuis qu'il a quitté le Sénégal en 2016, le 24 juin 2016, quand il quittait le Sénégal, son plan de vol était pour partir à Paris voir sa famille. C'est dans les airs que l'avion a piqué sur Doha. Ah bon? Et depuis là, il n'a pas mis les pieds en France, parce qu'il sait qu'en France, il y a une procédure judiciaire qui pend sur sa tête. C'est-à-dire? Mais oui. Qu'il y a aussi des risques qu'il soit arrêté s'il
aller en France aujourd'hui? Je ne sais pas s'il sera arrêté ou pas, mais il fera face à la justice française quand il débarque sur le sol français. Quelle est cette procédure? Cette procédure, c'est le quotidien l'a écrit, moi j'ai signé ce papier-là. Oui. C'est dans la location de l'avion avec Darto Aviation. Il y a un associé qui avait porté plainte par rapport à ces gestions-là et cette procédure juridique est pendante devant le parquet financier de Paris. Karim Wade le sait, ses avocats le savent. Karim Wade, depuis qu'il est sorti de prison, mais on doit se poser la question. Karim Wade est citoyen français, né en France. Il sort de prison, sa famille, notamment ses enfants vivent en France. Son père et sa mère, qui sont de certain âge, vivent en France. Karim Wade quitte le Sénégal, annonce qu'il va aller en France, il va au Qatar. Si ses enfants étaient obligés de le trouver au Qatar pour se blottir dans ses bras, son père, passé 94 ans, est obligé d'aller en France ou sa mère pour voir Karim Wade. Mais Karim Wade ne met pas les pieds en France. Mais on doit se poser la question sur cette sorte d'interdiction qui ne dit pas son nom, ou bien Karim Wade s'interdit d'aller en France. Donc, voilà des faits. Moi, ce que je vous dis, c'est des faits. C'est des faits qui sont là. Qu'est-ce qui l'empêche? Je vous le donne en 1000. Il y a une procédure judiciaire qui est devant le parquet financier de Paris. Peut-être que ce n'est pas la seule, hein, mais au moins j'en connais une. Et je l'ai livrée dans mon journal. Maintenant, s'il y a d'autres, on saura. Mais qu'on se pose la question. Le journaliste Madiambal Diagne est l'invité du jury du dimanche de e-Radio. Il y a 2 candidatures qui focalisent l'attention de l'opinion. C'est celle de Karim Wade, investi par le Parti démocratique sénégalais, et de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, investi par la coalition Taxawu Sénégal. C'est des candidatures qui suscitent un intérêt au sein de l'opinion aujourd'hui. Absolument. Pourquoi Khalifa Sall, pourquoi Karim Wade ne pourrait pas être candidat? Bon, écoute, pourquoi le Conseil constitutionnel le dira? Peut-être le Conseil constitutionnel va dire qu'ils sont candidats. Hein? Peut-être le Conseil va le dire. Oui. Peut-être le Conseil va le dire. Donc aujourd'hui, attendons la décision du Conseil constitutionnel pour savoir qui est candidat et qui ne le sera pas. En tout cas, il y a de forts risques qu'ils ne peuvent pas être candidats du fait simplement de leur passé pénal. Ou bien du fait... Khalifa Sall n'a pas été encore condamné définitivement. Non, mais de toute façon... Il y a la Cour suprême qui est en train d'examiner son pourvoi en cassation. D'accord, oui, d'accord. Oui. Il est présumé innocent, a priori. Non, jusqu'à présent, il est présumé innocent. Oui. Il ne fait l'objet d'une condamnation devenue définitive. Tout le monde le sait. Le Conseil constitutionnel n'a pas encore rendu son arrêt de candidature. Peut-être qu'au moment où le rendra, il qualifiera Khalifa Sall ou disqualifiera Khalifa Sall. Et à ce moment-là, on appréciera. Pour le moment, au moins sur la question pénale, nous restons en suspens. Sur la question aussi de la vérification des nationalités, on reste en suspens. Qui est national, qui est français et qui ne l'est pas? Ils sont nombreux à déposer des candidatures, ça je vous le dis en 1000, à la présidentielle sénégalaise et qui sont de double nationalité. Ils sont... Vous croyez que le Conseil constitutionnel n'a pas vérifié ça? Vous pensez que l'État du Sénégal ne prendra pas les dispositions si jamais ça leur chante de donner les éléments de preuve par rapport à ça? Donc, attendons de voir. On n'a pas encore fini avec cette histoire. Vous savez, un membre de Lamine Diallo, là, présent, bien qu'il est de l'opposition, qui insiste sur la question de la nationalité, il sait de quoi il parle. Il sait parfaitement de quoi il parle. Il y a effectivement des gens qui ont une double nationalité et qui, du regard de la loi sénégalaise sur la recevabilité des candidatures, ne sauraient être candidats à l'élection présidentielle. C'est un autre, entre autres critères. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'une éventuelle disqualification de Karim Wade, par exemple? Mais, aucune conséquence. Les élections se dérouleront comme prévu. Encore une fois, Karim Wade avait brandi sa candidature aux élections législatives, par exemple. À la dernière minute, il n'a pas déposé sa candidature parce qu'il savait qu'elle ne serait pas recevable. Est-ce que le PDS avait dit qu'il n'y aurait pas d'élections législatives? Pourtant, les élections législatives ont eu lieu, le PDS y a participé et a siégé à l'Assemblée nationale. Vous croyez que le Sénégal là, va laisser un Karim Wade empêcher l'organisation des élections? Si jamais Karim Wade peut empêcher l'organisation des élections, Macky Sall n'a qu'à dégager. Mais oui, si Macky Sall n'arrive pas à garantir la sécurité publique et la paix publique et la tenue régulière des élections, il n'a pas sa place à la tête de l'État. Il faut qu'on soit responsable. On l'a investi pour être président de la République, garant des institutions, garant du fonctionnement normal de ces institutions-là. Et la première règle du fonctionnement normal de ces institutions, c'est d'organiser les élections à date et dans les conditions optimales de démocratie et de justice. S'il n'y arrive pas, mais c'est qu'il aura failli à sa mission.
Depuis très longtemps, à chaque élection présidentielle au Sénégal, une révélation ou un phénomène, beaucoup d'observateurs pensent que ce phénomène ou cette révélation pourrait être Ousmane Sonko de PASTEF. Il est déjà une révélation. Vous pensez aussi? D'après les informations parues dans la presse, que Ousmane Sonko ait réussi à avoir un parrainage. C'est déjà une révélation. Là où d'aucuns n'ont pas réussi à avoir un parrainage et qui était là depuis plusieurs décennies. Donc c'est déjà une révélation. Que Ousmane Sonko est passé pour la première fois aux élections législatives et qu'il ait obtenu un mandat de député, c'est une révélation. Maintenant, jusqu'où cette révélation va aller? Quel sera son score s'il est candidat à la présidentielle prochaine? Quel score il va faire? Quel discours alternatif il va apporter? Quel programme alternatif il va apporter? J'attends de voir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas lui contester le fait d'avoir un mérite, d'avoir bousculé une classe politique qui était là. Et d'avoir tenu un discours nouveau, même si ce discours-là est critiquable à bien des égards. Même si, encore une fois, ce discours-là est critiquable, et je pense qu'il y a quelque part un aspect de manque de maturité ou de sens des responsabilités en faisant certaines affirmations. Et ce discours-là se retourne contre lui. Ça donne une impréparation. Sur quoi? Non, enfin, sur beaucoup de choses. La dernière question, c'est la question de la façon, avec la désinvolture avec laquelle il traite la question, par exemple, de la zone CFA. Oui, il ne propose rien du tout. Élu, il sort de la CFA, mais il ne nous dit pas comment il va sortir de la zone CFA. De la zone franc, oui. C'est à peu près sur, par exemple, la gestion des hydrocarbures, en faisant des choses qui sont totalement inexactes. Des accusations qu'il porte contre des fonctionnaires sur, par exemple, des dossiers, par exemple, sur lesquels lui-même aurait pu être interpellé par rapport à son implication dans certains dossiers. Voilà la réalité. Et ça lui retourne. Sur quel dossier on devrait interpeller aujourd'hui Ousmane Sonko? Mais oui, on peut par exemple le dossier des HLM dont il accuse Mamour Diallo, par exemple. En parlant de détournement de 94 milliards. Oui, mais 94 milliards pour le détournement, il faut que ce soit payé. Aucune suite, aucune poursuite, aucune plainte au moment où nous parlons. Justement, c'est simplement pour vous dire que voilà des déclarations à l'emporte-pièce. Sur ce dossier, il pourrait être entendu lui-même. Ah, mais bien sûr, il pourrait être entendu lui-même. Il pourrait bien être entendu lui-même pour ses relations avec des parties prenantes dans cette procédure-là, et même accusation pour accusation qu'il porterait contre des gens. Mais les gens peuvent, d'abord, ceux qui l'ont accusé peuvent se retourner contre lui, mais dans le traitement judiciaire, il peut à tout le moins être entendu comme témoin parce qu'il s'est impliqué dans la gestion de ce dossier-là. Moi, je le sais. Je le sais. Donc, alors... Vous pouvez être entendu aussi. Mais moi, je suis prêt à être entendu. Puisque vous dites publiquement que vous savez Mamoudou, des choses. Vous savez, Mamoudou, là. Sur ce dossier, oui. Vous savez, moi quand je viens là, moi, je m'assume. Je suis prêt demain à être entendu par qui que ce soit et je dis ce que je sais. Ce n'est pas la première fois. Quand j'affirme quelque chose, c'est parce que je le sais. Et je détiens la preuve. Et je la porte. Demain, si ça chante à Ousmane Sonko, là, qu'il saisisse la justice qu'on me convoque, je vais dire en quoi Ousmane Sonko est intéressé ou dans cette procédure-là. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Idrissa Seck, autre candidat qui a déposé son dossier, a changé de fusil d'épaule quand il dit lors de son investiture « Je ne critiquerai plus le président Macky Sall, président sortant et candidat à sa propre succession », qui a déposé son dossier également auprès du Conseil constitutionnel. Absolument. Écoutez, Idrissa Seck devient de moins en moins bavard. C'est bien, parce que chaque fois qu'il parlait, ça se tournait contre lui. Donc peut-être qu'il a changé de stratégie, comme vous le dites. Ces dernières sorties ont été ravageuses pour son image, ravageuses pour sa crédibilité et ravageuses auprès de l'électorat. Maintenant qu'il en tire la leçon d'être moins bavard, c'est peut-être une bonne chose. Mais surtout en disant, il va s'abstenir désormais de critiquer le président Macky Sall. Pour un candidat qui se veut challenger du président sortant, comment on peut expliquer cette posture? Moi, je ne le crois pas. Qu'ils le disent comme ça, j'attends de voir. Mais je ne le crois pas qu'il ne va pas critiquer le président Macky Sall. Autrement, s'il ne le critique pas, mais il sera candidat, il va le soutenir. Tu ne peux pas être candidat contre quelqu'un et ne pas le critiquer. Ça n'a pas de sens. À moins qu'Idrissa Seck ne veuille soutenir la candidature de Macky Sall, il n'a qu'à nous le dire dès maintenant alors et qu'on soit édifié tout de suite. Il pourrait y avoir des tractations entre les deux? Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Mais je ne l'exclus pas, on est dans le paysage politique sénégalais et parfois on voit des situations ou des retournements de situations qui sont les plus renversantes chaque fois. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade? Pourtant, on a vu à la veille de l'élection 2007 des audiences de midi
Idrissa Seck a tourné Kazakh et a soutenu Abdoulaye Wade comme de rien n'était. Il a été candidat en 2007, mais ça lui a coûté un électorat important. Il avait fait une percée, mais depuis lors, vous voyez un peu comment sa carrière politique a évolué. Donc, il y a des va-et-vient. Mais personnellement, je ne crois pas, avant cette présidentielle-là, je ne crois pas à un rapprochement entre Macky Sall et Idrissa Seck qui permettrait à ce que Idrissa Seck soit dans le cadre de Macky Sall. Franchement, je ne le vois pas et je ne l'envisage pas. Le président Macky Sall, président sortant, a comme objectif déclaré de gagner au premier tour l'élection présidentielle du 24 février. Est-ce que vous pensez que la stratégie mise en place aujourd'hui jusqu'à ces 15 avocats qui sont commis pour défendre son dossier au plan juridique, que la stratégie du président sortant est une stratégie gagnante? Bon, moi je ne vois pas quelle est l'utilité d'annoncer qu'on a 15 candidats pour défendre un dossier. 15 avocats. 15 avocats pour défendre un dossier. Moi je ne vois pas l'utilité d'une telle information. C'est un mauvais choix. Non, je ne dis pas que c'est un bon ou mauvais choix. Je dis je ne vois pas la pertinence d'une telle information. Maintenant, ce que je sais, c'est que le président Macky Sall, pour le peu que je sais de sa façon de fonctionner, compte les va une à une. Elle va les chercher une à une sur le terrain. Il va les chercher une à une sur le terrain, il les comptabilise une à une. C'est jouable, une victoire au premier tour? Mais très jouable. Très jouable. Parce qu'il s'y consacre. D'autres observateurs n'y croient pas. Oui, mais écoutez, cela va de soi. Un deuxième tour est inévitable. Bon, oui. Vous savez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Tout dépendra de qui sera candidat et qui ne le sera pas. Quel sera le contexte politique, le contexte électoral, quel sera le discours des uns et des autres, la posture des uns et des autres. L'opinion publique va se déterminer en fonction de cela. Donc, on ne peut pas dire qu'il va gagner au premier tour, au deuxième tour. Entre le scénario 2007, oui, victoire au premier tour du président Wade, président sortant, et le scénario 2012, défaite du président Wade, et victoire naturellement de l'actuel chef de l'État, Macky Sall, il est plus proche de quel scénario? Macky Sall, candidat à sa propre succession. Non, écoutez, moi je suis vraiment acquis à l'idée qu'il est dans le schéma de 2007. Vous savez, en 2007... Et il était le directeur de campagne du président Wade. En 2007, pour rappel. En 2007, nous n'étions pas nombreux à parier sur une réélection d'Abdoulaye Wade, nous, dans les médias. Nous, dans les médias, on n'y pensait pratiquement pas. On s'est réveillé avec une élection d'Abdoulaye Wade à plus de 53%. Personne n'a contesté les résultats parce que réellement, on était un peu abasourdis, étonnés. On a même pensé que des djinns avaient voté pour Abdoulaye Wade, mais c'était les électeurs sénégalais. Parce qu'il faut aussi qu'on se détrompe. L'électorat a diverses facettes. La carte d'électeur de Mahmoud Ibra Kane, citoyen informé, conscient des enjeux, pèse le même poids que la carte d'un autre citoyen qui ne comprend rien de ce qui l'entoure et qui fonctionne selon son feeling du moment ou selon sa consigne qui lui a été donnée ou selon... Mais aussi de son ressenti. De son ressenti, voilà. Oui. Donc le ressenti peut le pousser à dire que je vote pour Macky Sall sans être convaincu de cela, ou bien sans avoir des arguments même pour voter pour Macky Sall. Comme il peut voter contre Macky Sall sans avoir des arguments pour voter contre Macky Sall. Ça, on ne peut pas le mesurer. Il y a des sondages, encore une fois, sur des sondages au Sénégal, chacun dit n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, un système organisé de sondage au Sénégal. Ce qui est problématique. Mais ce qui est problématique, parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Si on considère que notre démocratie est avancée, interdire aujourd'hui la publication des sondages politiques, ça fait parce qu'il faudrait organiser d'abord le système des sondages pour que ces sondages soient vérifiables, contrôlés par un organisme indépendant dédié à cet effet, comme ça se fait dans les grandes démocraties. Oui. Mais on ne veut pas le faire. Même dans le milieu des médias. Chacun sort ses sondages de taux de lecture, de taux d'audience, de taux d'audimat, de tirage de journaux. Personne ne contrôle. C'est une jungle, chacun fait n'importe quoi. Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de transparence et d'organisation à la matière. C'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'organiser un secteur. Et l'État ne l'a pas fait. Senghor ne l'a pas fait, c'était moins évident à l'époque. Abdou Diouf ne l'a pas fait, Abdoulaye Wade ne l'a pas fait, Macky Sall ne l'a pas fait. Je considère que nous sommes dans une logique de réforme de l'État.
il faudrait qu'on prenne en compte des secteurs comme cela, qu'on réforme nos institutions. Sur ce point, sur les réformes de l'État, le président Macky Sall a reconnu l'autre jour, lors de la présentation de son livre Le Sénégal au cœur, il a reconnu de n'avoir pas assez réformé l'État, assez fait de réformes. Il l'a même répété devant le groupe consultatif à Paris. Il a dit qu'il nous faut continuer les réformes. On n'en a pas assez fait. Il avait des contingences politiques, il avait des contraintes, certainement, qui ont peut-être inhibé cette volonté de réforme. Pourtant, il y a eu un référendum en mars 2016. C'était une bonne occasion de faire des réformes profondes, en tout cas plus profondes. Non, mais parfois, il y a des réformes qui n'ont pas besoin d'être dans un référendum. C'est des réformes de fonctionnement d'une administration, c'est des réformes qui peuvent être vraiment d'un domaine spécifique, que les gens peuvent gérer au jour le jour et selon un agenda gouvernemental. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de réformes. D'abord, nous aspirons à être un pays moderne. Nous aspirons à être une démocratie qui compte. Nous aspirons à être un pays avec une administration performante, une administration de service. Cela va avec des réformes. On ne peut pas faire comme on continue de faire maintenant. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on change les choses. Les réformes, ce sera instaurer de la discipline, instaurer de l'ordre, instaurer de la méthode de l'organisation dans la gestion des affaires publiques. On ne peut pas faire l'économie. D'ailleurs même, encore une fois, pour parler du groupe consultatif, mais nos partenaires au développement nous l'ont reproché. Ils ont dit qu'il faut réformer l'État du Sénégal, parce que c'est un État ankylosé. Il y a des réformes, il ne faut pas nier cela. Il y a eu des tentatives de réformes qui ont abouti tant bien que mal. Mais il y a encore de grands chantiers de réformes à faire. Et le président de la République, en tout cas pour ce qu'on sait, s'est engagé à poursuivre les réformes et à les intensifier. Au cours de son deuxième mandat, s'il arrive à l'avoir après la présidentielle prochaine. Voilà la réalité. Maintenant, entre les intentions, les déclarations d'intention et la mise en œuvre de cette volonté, on attend de voir pour apprécier. Alors, le président Macky Sall va faire son dernier message à la nation demain 31 décembre 2018, l'élection présidentielle devant intervenir le 24 février. Dernier message avant ce rendez-vous, je veux dire, bien entendu. Il y a une institution qui est également au devant de l'actualité régulièrement, c'est l'Assemblée nationale. Quel avenir vous prévoyez pour l'Assemblée nationale au lendemain de cette élection présidentielle à venir? Une dissolution est-elle à exclure? Moi, je sais pas. Quel que soit le vainqueur? Oui, en tout cas, si un opposant gagne, il va dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une majorité. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Maintenant, si Macky Sall gagne, moi, à sa place, franchement, j'aurais gagné dans la foulée de ma réélection, je dissous l'Assemblée nationale. Selon quelle logique? Non, je reconstitue ma majorité. Je reconstitue ma majorité. Comme ça, pendant 5 ans, je n'aurai pas à faire face à des élections nationales. Non seulement je dissous l'Assemblée nationale, mais je vais essayer de faire en sorte que les élections législatives soient jumelées avec les élections locales. Je termine avec le calendrier électoral. Pendant 5 ans, je n'aurai plus d'élections à faire. Bon, les locales arrivent, oui, effectivement. Oui, en décembre. C'est un décret qui avait prolongé. Le même décret peut les ramener à peut-être au mois de juin ou au mois de mai. Seriez-vous dans le secret du Dieu? Non, du tout. On est en train de réfléchir. On ne peut pas quand même ne pas réfléchir sur le lendemain de notre pays. Il est clair, que je le répète, qu'un opposant qui arrive au pouvoir a besoin de reconstruire sa majorité à l'Assemblée nationale, il le dissout. C'est automatique. Le président de la République ne serait pas, Macky Sall réélu n'est pas dans cette obligation. Mais s'il juge nécessaire, il peut le faire. Pour pouvoir avec toujours un risque, hein. On a vu des présidents dissoudre une assemblée et se retrouver minoritaire. On a vu Chirac avec Juppé, qui avait dissous l'Assemblée nationale à son temps et qui avait été obligé d'être à une cohabitation. Couteau à double tranchant, la dissolution de l'Assemblée nationale. Non, vous savez, un chef d'État, quand il a les cartes en main, il est au pouvoir, il dit, écoutez, moi, je pense que je peux reconstituer ma majorité confortablement. S'il pense que le contexte le lui permet, mais il le fait. Mais s'il sait qu'il va avoir des problèmes, mais il ne le fera pas.
Merci, Madiambal Diagne, journaliste administrateur du groupe Avenir Communication qui édite le journal Le Quotidien. Vous êtes aussi le président de l'Union internationale de la presse francophone. Malheureusement, on n'a pas pu parler de la presse et de ses problèmes. Ce n'est que partie remise. Madiambal Diagne était l'invité du jury du dimanche, le dernier numéro de l'année 2018. À la technique, Aliou Diassé, Kolo Cissé pour la vidéo. Dans un instant, le journal de midi, Antoine Diouf. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et mes vœux anticipés de bonnes et heureuses années 2019.